Bonsoir, Président. Bonsoir Alcide. Comment va Adi? Adi se porte très bien. Et le CST? Le CST. Oui. Le CST, j'en ai plus entendu parler il y a quelques années. Et pourquoi? Vous avez dissuadé le CST ou bien? Non, le CST est mort de ça, tellement. Disons depuis longtemps, depuis le conclave qui a eu lieu en 2000 et en 2014, avant les élections présidentielles, le CST n'a plus fonctionné. Que pensez-vous de la polémique sur le statut de chef de file de l'opposition? Non, pour nous, au niveau d'Adi, la situation est très claire. Je crois que je suis surpris même que nous continuons, que vous posez cette question, que le débat continue. Pour nous, ça devait être clos depuis. Parce que pour nous, l'expérience a montré dans beaucoup de pays que généralement c'est le plus grand parti d'opposition qui assume, qui est qualifié de parti d'opposition. Maintenant, l'individu doit, celui qui incarne le leader de l'opposition, le chef de file de l'opposition, devrait être issu de ce parti. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est... Nous reconnaissons pour nous au niveau d'Adi que l'ANC est le plus grand parti de l'opposition. Donc cela lui revient d'avoir dans son sein le leader de l'opposition. Donc pour nous, ça ne nous crée aucun problème. Mais bon, la question c'est la loi. Il y a certains qui pensent que la loi n'est pas bonne. Ça c'est une chose. Déjà, nous avons soulevé ça déjà en 2011, 2001, lorsque la loi avait été adoptée, je crois que c'est en 2013, nous avons dit non, s'il y a un problème avec la loi, il faut nous faire des propositions, il faut que nous en discutions pour voir les articles qui ne vont pas, pour faire des propositions de correction de cette loi. Donc il faut corriger, il faut faire une proposition de loi modifiant la loi qui avait été adoptée et non perdre du temps pour discuter de qui est le chef de file de l'opposition. Cela crée une mauvaise ambiance entre les partis de l'opposition. Et puis aussi, comme j'ai entendu dire que certains qualifient que c'est tel parti seulement qui constitue les partis d'opposition, c'est-à-dire les partis qui font partie de CAP 2015. C'est eux seuls qui sont les partis d'opposition. Je trouve ça aussi un peu enfantin, dans la mesure où ce n'est pas parce que vous avez un groupe, une coalition que vous constituez les partis d'opposition. Et nous, pour nous, au niveau de la DIS, c'est un débat qui ne devrait pas avoir. D'après Abbas Kaboua, qui était dans le CST, il a dit sur les médias que ça serait M. Azamojus qui serait le chef de file de l'opposition. Est-ce que Adi, vous aussi, vous supportez Nous n'avons pas accordé, pour nous, le débat ne doit pas exister. Vous voyez, je ne comprends pas. C'est vrai que c'est les partis membres du CSC qui ont été candidats aux élections législatives de 2013, qui a permis l'élection des députés des partis issus de l'ANC et de l'ADI. Bon, si on veut suivre cette voie, d'abord, le CSC n'est plus fonctionnel. Et ça crée problème. Deuxième chose, si on veut suivre cette voie, il faut qu'on se mette d'accord pour élire le responsable. On a dit, effectivement, la loi dit que ce n'est pas nécessairement, le leader ne doit pas être nécessairement issu parlementaire, mais il doit être issu d'un parti. Ils ont dit parti ayant le plus grand nombre de députés. Et on n'a pas dit que le CSC n'est pas un parti lorsqu'on était membre, c'était un collectif. Donc ça devait être l'ensemble des responsables du CSC qui s'assoient pour désigner celui qui va le représenter et la probabilité que ce soit le chef de l'ANC qui soit désigné ne devait pas poser de problème. Je crois qu'il ne faut pas perdre du temps sur ces débats. Il faut qu'on passe plus de temps à la définition d'une stratégie commune pour avancer. Mais aussi, je dis que c'est une erreur de la part de l'ANC de catégoriser, de dire que c'est eux seuls qui constituent le parti d'opposition. Je reconnais que c'est le parti le plus important de l'opposition. Nous aussi, on travaille pour devenir le parti le plus important, non pas de l'opposition, mais du pays. C'est ça qui nous intéresse plus qu'être le leader de l'opposition. Venons-en à la situation sociale marquée en ce début d'année par des remous sur le campus et la polémique sur la taxe d'habitation. Quelle est votre analyse? Bon, d'abord, sur le plan, nous voulons parler de chef de file de l'opposition. La première chose, c'est ce débat qui semble encore s'éterniser avec peut-être le livre de Philbert Atisso qui est sorti, qui cristallise la vie politique du pays en disant qu'il y a d'un côté les progressistes, de l'autre les nationalistes en gros. C'est un débat qui doit être dépassé. Parce que pour nous, nous croyons que
les gens qui veulent le changement dans lequel nous nous inscrivons sont beaucoup plus nombreux que ces deux groupes. Effectivement, les deux groupes existent. Mais il y a tout, vous savez, les gens qui votent, il y a combien de gens qui votent par rapport aux électeurs. Cela ne fait même pas 50% de la population. Donc il faut que tout ce monde-là, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui veut le changement, qui sont à la fois dans le groupe UNIR et à la fois dans le groupe ANC, puissent s'exprimer, puissent se mettre en œuvre pour que ça avance. Maintenant, revenons plus précisément sur votre question. Il y a eu des problèmes en ce début d'année, notamment le problème des étudiants, les récurrents problèmes des étudiants avec la grève et la mort d'un policier sans tir et des blessés graves, des arrestations des étudiants qui ont été peut-être relâchés plus tard. Je crois que c'est un problème sur lequel il faut se pencher sérieusement, le problème des étudiants. Parce que c'est Yatima qui disait pour lui, en tout cas c'est ce qui est vrai, l'avenir appartient à la jeunesse. Il faut en tenir compte. On ne peut pas en même temps dire que l'avenir appartient à la jeunesse et faire ce que le gouvernement fait. Dire que c'est un groupuscule d'étudiants qui fait la révolte, peut-être que c'est un petit groupe qui mène le combat, qui est à la tête du combat, mais ça ne veut pas dire que les idées qu'ils défendent, que ce petit groupe défend, n'est pas partagé par la majorité des étudiants. Évidemment, même dans toute société, les changements proviennent d'un petit groupe. Mais on ne peut pas dire que le petit groupe est porteur du message. Mais c'est l'ensemble, la grande majorité, sans quoi on ne peut pas bloquer l'université, un petit groupe, même puisqu'on ne peut pas bloquer l'université, si les autres ne sont pas d'accord. Donc il y a ce problème des étudiants dont il faut s'occuper sérieusement. Et aussi, il y a, sur les réseaux sociaux, il y a ce problème de décentralisation qu'on a vu avec, même si l'auteur a démenti après, on a vu quand même que ça traduit la volonté de la population à ce qu'on organise les élections locales, que la décentralisation devienne effective. C'est un désir de la population qui s'est manifesté parce que beaucoup de gens se disaient mais les collectivités locales n'existent pas, pourquoi la taxe d'habitation? Il y avait d'autres préoccupations sur la taxe d'habitation. Mais quand même c'est un sujet qui s'est manifesté d'une manière très très claire. Donc il faudra qu'on se préoccupe. Le décret de la nomination des préfets et des sous-préfets, qu'est-ce que vous vous en dites de là? Parce qu'il y a encore des militaires. Bon, c'est regrettable. Hein? Disons que les textes de notre constitution n'interdisent pas des militaires d'occuper de telles fonctions. Mais parfois, si on comprend le comportement de nos militaires dans le pays, la constitution leur interdit de poser des actes politiques. Ils sont des citoyens. Ils peuvent, en tant que citoyens, mener des actes politiques, mais la question c'est de savoir à qui ils vont rendre compte. Est-ce qu'ils doivent rendre compte au ministre de l'administration territoriale en tant que préfet, ou bien au ministre de la Défense en tant que militaire, en tant qu'officier. Ensuite, maintenant, vous savez, dans nos pays, les préfets sont des politiques. Est-ce qu'ils doivent rendre compte au président de UNIR? Vous voyez, ce n'est pas sain. Dans la mesure où dans le pays nous disposons quand même, je pense, qu'il y a suffisamment de cadres civils qui sont compétents pour assumer le rôle de préfet, même au sein du NIR, je ne vois pas pourquoi ils vont aller prendre des préfets militaires. On a vu, ils sont pas... Moi j'ai eu des problèmes dernièrement quand j'étais en tournée en fin décembre dans la préfecture de Pédia, où un préfet m'a interdit des manifestations dans sa préfecture, a voulu m'interdire, mais évidemment en discutant avec lui, il a fini par comprendre et mettre les agents de sécurité à mon service. Bon, je ne sais pas, il ne faut pas mélanger, je ne sais pas si c'est parce qu'il est militaire qu'il a fait ça ou bien c'est parce qu'il était préfet. Mais disons que quand même, c'est la possibilité qu'il ait été préfet, qu'il ait pu facilement accès aux forces de sécurité, aux forces de l'ordre, à la gendarmerie notamment, est plus facilité. Et nous voyons les dégâts qu'a créé un préfet à Mango. Je ne pense pas que avec cela, ce soit une bonne chose que de faire encore recours aux militaires pour assumer cette responsabilité. Vous avez touché du doigt des élections locales et qu'est-ce que vous faites exactement pour que ces élections soient... Non, c'est bon la question que vous posez. C'est ce que nous nous disons au niveau de l'ADI. Ça fait depuis quelques mois
que nous sommes préoccupés par, même année, que nous sommes préoccupés par le fait que les élections locales n'aient pas lieu. Et c'est un problème que moi j'avais soulevé déjà dans un autre point en 1999. Et ce n'est pas sérieux, Bon, mais la question qu'on doit savoir, et ça c'est l'engagement sur lequel nous devons nous mettre, c'est que les élections locales ne préoccupent pas seulement les partis politiques. Vous voyez, c'est en tant que citoyens que nous devons considérer ce phénomène, ce problème. Et j'ai été content de voir comment la population a réagi, bien sur certains réseaux sociaux, comment les gens ont réagi sur la nécessité de réaliser les élections locales. Ça veut dire que c'est la population qui doit prendre ça en charge. Nous, on avait écrit au ministre de l'Administration territoriale, il y a déjà quelques mois, en collaboration avec les gens du CAR, pour demander le rapport du comité technique qui avait été mis en place par le ministre Bahara et demander une feuille de route pour l'organisation des élections. Nous n'avons pas eu suite. Nous allons revenir sur ça et nous travaillons sérieusement pour voir comment arriver à conscientiser la population pour qu'elle se prenne en charge, au moins sur le plan des élections locales. En fait, même, il est prouvé que ce n'est pas bon pour que ce soit des partis nationaux qui s'impliquent dans les élections locales. C'est la collectivité même, les populations, à la base, qui doivent montrer qu'ils sont pour les élections locales, qui veulent se prendre en charge leurs préoccupations, leur bien-être. C'est la base de la démocratie. Si les gens pensent, si c'est les partis politiques nationaux qui vont proposer des gens pour se faire lier, attendez voir ce qu'il y a des parachutages et en ce moment, les gens qui seront des responsables dans les collectivités ou bien dans les unités décentralisées ne sont pas nécessairement au courant des préoccupations des populations. Donc il faut que la population, à la base même, se prenne ça en charge et qu'on fasse un peu de pression, un peu plus de pression sur le gouvernement pour que ces élections aient lieu. Merci, Président. Merci.